Dans le vaste silence de l'extrême nord, où le ciel se fond avec la terre dans un horizon d'un blanc infini, la survie n'est pas un choix, c'est une discipline. Ici, dans les régions les plus septentrionales de l'Alaska, la terre reste prisonnière sous un linceul de glace pouvant atteindre 2 mètres d'épaisseur. Dans ce désert de cristal, où le mercure plonge jusqu'à 50 degrés en dessous de zéro, l'air est si sec qu'il brûle les poumons et la nourriture est un mirage qui se déplace rapidement. Avant de nous aventurer dans les ombres blanches de la toundra pour découvrir ses premiers gardiens, nous t'invitons à rejoindre notre meute. Abonne-toi et active la cloche pour que le hurlement du vent t'avertisse de chaque nouvelle expédition. Et si tu es prêt à défier le froid extrême avec nous, laisse ton j'aime comme signe de résistance. Le voyage ne fait que commencer. Pour dominer ces terres désolées, il faut plus que de la force brute. Il faut une organisation sociale parfaite et une volonté inébranlable. Voici le royaume du loup arctique. Contrairement à ses parents du sud, le loup arctique est un spectre de couleur crème et blanc pur. Un camouflage naturel qui le rend virtuellement invisible dans le blizzard. Sa physiologie est un chef-d'œuvre de l'adaptation thermique. Ses oreilles sont plus petites et arrondies pour minimiser la perte de chaleur, et ses pattes sont recouvertes d'une fourrure dense qui agit comme des raquettes naturelles, lui permettant de patrouiller des territoires pouvant dépasser les 2500 km². La vie du loup est un pari constant contre l'inanition. Ce sont les nomades ultimes de la dernière frontière, opérant en unité familiale ou en meute extrêmement soudée. Le succès de l'espèce réside dans sa coordination. Ce sont des stratèges qui comprennent que le groupe est plus fort que la somme de ses parties. Cependant, la nature est un juge sévère. Malgré leur ruse et leur endurance capable de parcourir jusqu'à 50 km en une seule journée à la poursuite d'une proie, le taux de réussite de leur chasse est d'à peine 10%. Chaque tentative ratée représente une dépense énergétique colossale dans un environnement où il n'y a pas de marge d'erreur. Lorsqu'ils localisent une proie potentielle, comme un petit bœuf musqué ou un caribou affaibli, la meute se déploie en formation de tenaille, utilisant le terrain et le vent à son avantage. La patience est leur arme principale. Ils peuvent traquer pendant des heures, attendant le moment exact où la garde de leur cible faiblira. Avec l'arrivée du printemps, la rigueur de l'hiver cède légèrement, permettant à la meute de s'installer près d'une tanière creusée dans le sol gelé. C'est le moment de la reproduction, une course contre la montre pour que les louveteaux grandissent suffisamment avant que le cycle des glaces ne se referme à nouveau. Mais même en cette période de relative abondance, le loup doit surveiller constamment. Le changement climatique modifie les routes migratoires de ses proies et le dégel prématuré rend le terrain traître. Dans ce théâtre d'ombres blanches, le loup arctique persiste comme une sentinelle de la résistance. Mais alors que ces chasseurs coordonnés s'appuient sur la poursuite et l'acuité visuelle pour réclamer leur subsistance, d'autres habitants de l'Alaska ont opté pour une stratégie radicalement opposée. L'ingénierie lourde et la création de forteresses inexpugnables sous la surface de l'océan. Tandis que les loups arctiques patrouillent les étendues blanches telles des fantômes affamés, leur regard se heurte souvent à une barrière physique qui semble inamovible. Une forteresse de chair et de poils qui défie la logique de la congélation. Pour le loup, le succès de ces 10% de ses chasses dépend de la découverte d'une faille dans l'armure d'un géant qui a choisi non pas de fuir, mais de résister. Voici le bœuf musqué, le véritable gardien de la toundra. Si le loup est l'agilité et le mouvement, le bœuf musqué est l'inertie et la permanence. Avec un poids pouvant atteindre les 400 kg, ce colosse est un vestige de l'ère glaciaire qui a perfectionné l'art de la thermorégulation extrême. Tandis que le vent de l'Alaska hurle et que le refroidissement éolien descend à des profondeurs mortelles, le bœuf musqué
reste impassible, maintenant une température interne constante de 38 degrés Celsius, même lorsque le monde extérieur gèle à -50. Son secret réside dans une ingénierie biologique de couches superposées. Son pelage, l'un des plus denses et des plus longs du règne animal, se divise en deux. Une couche externe de poils de garde qui frôle presque le sol, déviant le vent et la neige, et une couche interne de laine extrêmement fine appelée kivyut. Cette fibre est 8 fois plus chaude que la laine de mouton, et c'est ce qui permet à la chaleur corporelle d'être piégée dans une bulle d'air isolante, séparant le noyau brûlant de l'animal du vide glacial de l'Arctique. Contrairement aux caribous, qui migrent sur de longues distances pour échapper à la rigueur saisonnière, le bœuf musqué est un résident permanent. Ses habitudes sont un déploiement d'économie d'énergie. Il se déplace avec une lenteur délibérée, réduisant son métabolisme pour conserver chaque calorie obtenue des rares lichens et mousses qu'il déterre sous la neige. Mais son comportement le plus emblématique se produit lorsque la meute de loups décide d'attaquer. Au lieu de se disperser, les bœufs musqués exécutent une manœuvre défensive ancestrale. Ils forment un cercle fermé, avec leurs têtes et leurs imposantes cornes incurvées vers l'extérieur. Au centre de cet anneau de bouclier vivant, ils protègent les petits et les individus les plus faibles. C'est une muraille de 400 kg de muscles et d'os qui transforme la meute en un seul organisme impénétrable. Avec l'arrivée du printemps, le bœuf musqué se débarrasse de sa lourde armure d'hiver. De grands lambeaux de kivu restent accrochés aux buissons de la toundra, un signe que le cycle de résistance a laissé place à celui du renouveau. C'est le moment où les mâles commencent à se préparer aux violents affrontements de têtes qui décideront du droit de procréer, un fracas d'impact qui résonne comme le tonnerre dans l'air encore froid de l'Alaska. Le bœuf musqué supporte stoïquement la tempête à la surface, ancré à la toundra comme un monolithe inamovible. Un autre colosse de l'Alaska a opté pour une stratégie diamétralement opposée pour vaincre la brutalité de l'hiver. La reddition temporaire. Au lieu d'affronter la colère des éléments, il cherche refuge dans le silence souterrain. Mais à mesure que le soleil reprend son domaine et que les rivières de glace commencent à se fracturer, la terre profonde expire. Le sol se brise, et de l'obscurité émerge le véritable protagoniste de l'éveil printanier, l'ours brun. Après avoir passé jusqu'à 6 mois dans un état de profonde léthargie, où son rythme cardiaque ralentit à peine une poignée de battements par minute, et où son corps survit en consommant ses propres réserves de graisse, l'ours brun émerge dans un monde qui renaît. Les premiers jours hors de la tanière sont un exercice de léthargie et de faiblesse. Son corps imposant, qui peut dépasser les 300 kg chez un mâle adulte, est diminué. L'urgence est désormais absolue. Il a besoin de calories. Et il en a besoin rapidement. Au début, le printemps offre un menu maigre. Des racines tendres, des pousses d'herbe et, si la chance l'accompagne, les restes d'une proie abattue par les loups pendant l'hiver ou un jeune caribou à la traîne. Cependant, l'ours brun est un opportuniste magistral, doté d'un odorat qui surpasse de loin celui d'un limier, capable de détecter de la nourriture à des kilomètres de distance dans la brise de l'Alaska. Mais le véritable point culminant de son année naturelle arrive à la fin de l'été, lors d'un phénomène qui définit l'abondance de ce coin du monde. Les eaux cristallines des rivières et des ruisseaux bouillonnent de vie avec la migration de retour du saumon. C'est alors que l'ours brun se transforme. Poussé par l'instinct de l'hyperphagie, un état de faim insatiable, il se rassemble avec d'autres de son espèce dans les cascades et les rapides, mettant temporairement de côté sa nature solitaire au profit du festin. Ici, l'ours fait preuve d'une dextérité formidable. Certains se jettent à l'eau avec une force explosive, immobilisant leur proie avec des griffes de la taille de poignards humains. D'autres, plus expérimentés, se tiennent simplement au sommet des cascades et attrapent au vol les poissons qui sautent à contre-courant. Dans cette frénésie précédant l'hibernation,
Un ours brun adulte peut arriver à consommer la quantité stupéfiante de 40 kg de poisson par jour. Cette alimentation hypercalorique lui permet d'accumuler la couche de graisse vitale qui le maintiendra en vie durant le prochain et glacial siège hivernal. Néanmoins, cette abondance spectaculaire ne tient qu'à un fil de plus en plus fragile. La survie de l'ours brun est intrinsèquement liée à la santé des rivières. L'activité humaine guette à l'horizon. Le braconnage, la déforestation qui trouble les frayères des saumons et, surtout, un changement climatique qui altère les cycles de l'eau et réchauffe les ruisseaux, menacent de faire s'effondrer la base même de son alimentation. Si le saumon n'arrive pas, l'ours brun ne survit pas à l'hiver. L'imposant ours brun confie sa survie à l'éphémère abondance des rivières et à la reddition de la léthargie hivernale. Il existe un autre habitant du Nord qui ne laisse pas son destin au hasard et ne se rend pas face au froid. Au lieu de simplement réagir à la géographie de l'eau et d'attendre que l'environnement pourvoie, cet architecte implacable plie le paysage, le barre et le transforme à sa volonté. C'est le gardien des zones humides, le véritable ingénieur écologique de l'Alaska, le castor. Pour le castor, la survie ne dépend pas de la force physique, mais d'une préparation méticuleuse et obsessionnelle. Il comprend instinctivement que l'hiver implacable transformera la surface du monde en une dalle impénétrable. Sa réponse aux températures mortelles qui menacent de descendre à 50 degrés en dessous de zéro est la manipulation magistrale de son environnement. Armé d'incisives auto-affûtables et renforcé de fer, d'une couleur orangée caractéristique, il abat des arbres qui feraient transpirer un bûcheron, construisant des barrages monumentaux à travers les ruisseaux. Ces barricades de bois et de boue ne sont pas un caprice esthétique. C'est une nécessité mathématique pour élever le niveau de l'eau et créer un étang suffisamment profond pour garantir qu'en plein hiver, il ne gèle pas jusqu'à la roche-mère. Au centre de ces douves privées, le castor érige son chef-d'œuvre de résistance, la hutte. C'est un dôme conique, entrelacé de troncs, de roches et de boue qui, en recevant le premier assaut des gelées automnales, gèle et acquiert la dureté du béton armé. Une fois scellé par le froid, aucun loup affamé ni ours brun fouineur ne peut briser ses murs. Mais le véritable coup de génie évolutif de cette forteresse réside sous la surface. Les entrées de sa demeure sont exclusivement sous-marines. Doté de pattes palmées, d'une queue qui sert de gouvernail et d'un pelage dense et imperméabilisé par des huiles naturelles, le castor plonge sous la glace pour accéder à une chambre intérieure étonnamment sèche et chaude, à l'abri du vent qui hurle à la surface. Lorsque la glace scelle finalement l'étang, enfermant la colonie dans un monde souterrain pendant 6 longs mois, la famille n'hiberne pas. Son garde-manger est déjà plein. Au cours de l'automne fébrile, ils ont ancré une immense réserve de branches de saule et de peupliers dans la boue au fond de l'étang, juste en dessous du niveau de congélation. Tout l'hiver est un cycle silencieux et sombre. Plonger dans l'eau glaciale, arracher une branche de sa réserve immergée et la porter dans la chambre sèche pour consommer l'écorce nutritive dans la sécurité de son refuge. Avec le violent craquement de la glace au printemps, la lumière pénètre à nouveau dans l'étang. L'activité éclate de nouveau. De 2 à 4 petits naissent, prêts à apprendre le métier de leurs parents. L'étang, enrichi par son ingénierie, est désormais devenu une oasis de biodiversité qui attire les insectes, les oiseaux aquatiques et les poissons, profitant à l'ensemble du réseau trophique. Cependant, son monde est assigné à un siège constant. Au-delà de la menace naturelle des prédateurs qui guettent sur les rives, l'impact humain projette une longue ombre. La déforestation leur vole leur matériel de construction essentiel, tandis qu'un climat de plus en plus imprévisible provoque des inondations soudaines qui balaient leurs barrages ou des sécheresses qui vident leurs douves protectrices.
laissant leurs entrées exposées. Même ainsi, tant que l'eau coulera et que le bois poussera, le castor continuera de travailler inlassablement, construisant des bastions de vie contre la rigueur de la glace. Tout comme le castor construit méticuleusement sa forteresse pour assurer sa survie, nous t'invitons à assurer ta place dans notre communauté. Laisse un j'aime si l'étonnante ingénierie de la nature te fascine. Abonne-toi et active la cloche pour que nous continuions à construire ensemble un refuge de connaissances sauvages que même la tempête la plus cruelle ne pourra engloutir. Le castor se retranche dans sa forteresse inexpugnable de boue et de branches, modifiant le paysage des zones humides par son ingénierie inlassable. L'épaisse forêt boréale qui l'entoure est patrouillée par une présence beaucoup plus subtile. Cet habitant ne construit pas de refuges monumentaux ni ne modifie le lit des rivières pour se protéger. Au lieu de cela, il s'évanouit parmi les troncs des sapins, utilisant le silence et le terrain inaltéré comme ses principales armes de survie. C'est le fantôme de la taïga, un prédateur forgé dans l'isolement le plus absolu, le lynx. Dans ce théâtre de glace et d'ombre, où les températures plongent jusqu'à 50 degrés en dessous de zéro et où chaque calorie est un trésor, le lynx est l'incarnation de l'élégance mortelle. Son corps est parfaitement adapté pour flotter sur les lourds manteaux de neige qui paralysent d'autres espèces. Ses pattes, extraordinairement larges et recouvertes d'un coussinet de poils denses, fonctionnent comme des raquettes naturelles, répartissant son poids pour qu'il puisse marcher sur la poudreuse sans s'enfoncer, sans émettre le moindre craquement. Contrairement au loup qui mise sur l'endurance et la chasse coordonnée, le lynx est un félin strictement solitaire et un maître absolu de l'embuscade. Il comprend que, dans l'hiver inclément de l'Alaska, une poursuite prolongée est un luxe énergétique qu'il ne peut se permettre. Sa stratégie est l'immobilité et l'invisibilité. Grâce à un pelage épais, qui lui confère un camouflage parfait parmi les ombres et les branches nues, il peut attendre pendant des heures, complètement immobile, supportant le froid extrême jusqu'à ce que le moment soit parfait. Lorsque sa proie principale, le lièvre d'Amérique, commet l'erreur d'entrer dans son rayon d'action, le lynx passe de l'immobilité de pierre à l'action violente en un clin d'œil. Doté de pattes arrière exceptionnellement longues et musclées, il déchaîne une force explosive étonnante, étant capable de se propulser dans les airs dans un saut acrobatique pouvant atteindre 6 mètres de long. C'est un projectile félin conçu pour intercepter sa cible avant qu'elle n'ait l'opportunité de réagir. Avec l'arrivée du printemps et le chant de l'eau de fonte, le code de solitude rigide du félin se brise brièvement. C'est la saison de reproduction, un moment où la forêt résonne des appels aigus et étranges des lynx cherchant un partenaire. Quelques semaines plus tard, dans la sécurité d'une grotte, ou sous l'enchevêtrement des racines d'un arbre tombé, naîtront d'1 à 4 petits, aveugles et vulnérables, qui dépendront entièrement des talents de chasseuses de leur mère durant leur première année de vie. Cependant, l'instinct et l'agilité de ce chasseur solitaire font face à des forces qu'il ne peut prendre en embuscade. Sa survie marche sur le fil du rasoir, dramatiquement liée au cycle de population des lièvres qui sont déstabilisés par le changement climatique et l'altération de la flore. De plus, la perturbation humaine avance inexorablement. La déforestation fragmente les vastes et silencieux territoires dont il a besoin pour chasser, tandis que son épaisse et belle fourrure continue d'attirer la pression du braconnage. Dans les recoins les plus profonds de la forêt d'Alaska, le lynx poursuit sa vigilance silencieuse, tentant de survivre à un monde qui change dans son dos. L'insaisissable lynx se glisse comme une ombre à travers la forêt boréale, misant sur l'invisibilité et la furtivité absolue pour survivre à la dureté de l'hiver. Il y a un autre habitant de la même taïga qui défie la neige avec une stratégie radicalement différente.
la taille démesurée et la force brute. Il n'a pas besoin de se cacher dans les broussailles, car il s'élève au-dessus d'elles comme un monument vivant, écartant les obstacles par pure inertie. C'est le monarque incontestable du Nord, l'élan d'Alaska. Dans un territoire implacable où les thermomètres tombent à 50 degrés en dessous de zéro, être le plus grand représentant de son espèce à l'échelle mondiale est un immense avantage thermique. Son corps colossal, recouvert d'un pelage aux épais poils creux qui emprisonnent l'air et isolent du froid, est un fourneau biologique inébranlable. Alors que d'autres espèces se réfugient, l'élan affronte les intempéries. Ses pattes, longues et robustes comme des échasses de muscles, sont conçues pour patauger à travers de profondes congères qui engloutiraient n'importe quelle autre créature. Avec une démarche lente mais imparable, il parcourt la forêt à la recherche de la rare écorce des arbres, des branches de saule et des pousses de bouleau, le seul combustible disponible pour maintenir allumé son énorme métabolisme pendant la saison de la rareté. Mais c'est au prélude du rude hiver, pendant la fièvre du rut automnal, que les mâles révèlent le véritable symbole de leur puissance. Sur sa tête fleurit une couronne d'os massifs, de majestueux bois palmés pouvant atteindre une envergure stupéfiante de 2 mètres et peser plus de 30 kg. Ces structures ne sont pas des outils de recherche de nourriture, mais des étendards de pure dominance génétique. Lorsque 2 géants de taille égale se rencontrent dans une dispute territoriale, la forêt entière tremble avec le violent et sec fracas de leur bois s'entrechoquant, une brutale démonstration de force qui déterminera qui a le droit à la reproduction et à perpétuer sa lignée. Avec le dégel printanier tant attendu, la vie de l'élan change radicalement. Le géant abandonne l'épaisseur de la forêt pour se diriger vers les zones humides, les lacs et les marais nouvellement libérés de la glace. Ici, le paysage éclate en une éphémère mais riche abondance. L'élan plonge sa grosse tête dans les eaux glacées pour se nourrir de plantes aquatiques, une source vitale de sodium et de minéraux après des mois de régime austère. C'est également l'époque où les femelles donnent naissance, généralement à 1 ou 2 veaux qui, malgré leur apparente fragilité, naîtront prêts à se mettre debout et à suivre leur mère en l'espace de quelques heures. Malgré sa taille titanesque, la vie de l'élan d'Alaska est une lutte perpétuelle. Au printemps, les nouveau-nés sont la cible principale des ours bruns et des infatigables meutes de loups. Cependant, à l'ère moderne, la prédation naturelle n'est qu'une fraction du danger. L'expansion de la civilisation fragmente ses routes avec des autoroutes, et le changement climatique entraîne des hivers plus courts, mais plus humides, favorisant les fléaux de tiques d'hiver qui infestent ces géants par milliers, drainant leur sang et les laissant épuisés face à l'implacable froid de l'Alaska. Même ainsi, tel un titan du Pléistocène, l'élan continue de marcher dans le brouillard, demeurant le seigneur absolu de la toundra et de la forêt. Le titanesque élan d'Alaska domine la taïga et les zones humides avec sa force brute et solitaire. La limite de son royaume glacé marque le début d'un abîme insondable. Là où les glaciers se fracturent dans un grondement assourdissant et tombent dans les eaux de la mer de Bering et du golfe d'Alaska, la survie nécessite une stratégie complètement différente. Dans ce royaume liquide et glacial, la force physique sans intellect est inutile. Ici règne un esprit maître, une intelligence mortelle propulsée par un dévouement absolu envers le groupe. C'est le territoire incontestable du plus grand prédateur de l'océan, l'orque. Sous la surface glacée, où les températures de l'eau peuvent chuter jusqu'à frôler le point de congélation, ce cétacé à dents prospère sans avoir besoin de construire des tanières ni d'hiberner. Un mâle adulte peut atteindre de manière stupéfiante les 9 mètres de long et peser plus de 6 tonnes. Son adaptation thermique à l'hiver extrême de l'Alaska est passive mais infaillible. Une dense couche de graisse sous-cutanée qui peut dépasser les 10 cm d'épaisseur, isole son noyau vital,
lui permettant de naviguer dans les labyrinthes de glace, de mer en toute impunité thermique. Mais ce qui définit véritablement l'orque n'est pas sa taille, mais sa culture. Elles vivent en groupes matriarcaux, des sociétés hautement complexes dirigées par les femelles les plus âgées et les plus sages. Dans l'environnement implacable de l'Arctique et du subarctique, ces matriarches sont les gardiennes d'un savoir ancestral, transmettant des tactiques de chasse de génération en génération. Leur génie se manifeste pleinement lorsqu'elles sont confrontées à des proies apparemment inaccessibles. Lorsqu'un phoque cherche refuge sur un bloc de glace flottant, se croyant à l'abri des monstres des profondeurs, le groupe d'orques déploie l'une des manœuvres coopératives les plus sophistiquées du monde naturel, le choc des vagues. Après avoir localisé le phoque passant la tête hors de l'eau, une technique connue sous le nom de saut d'espionnage, un groupe coordonné de 3 à 7 orques s'aligne en parfaite formation. Elles nagent à toute vitesse vers le bloc de glace et, à la dernière seconde, plongent à l'unisson en parfaite synchronie. Ce mouvement précis déplace un volume d'eau colossal, générant une vague dirigée qui peut atteindre plus d'1 mètre de hauteur. La vague balaie le bloc de glace, brisant la glace ou balayant simplement le phoque sans défense vers les mâchoires ouvertes du groupe qui l'attend en bas. C'est de la pure physique des fluides appliqués grâce à l'intellect collectif. Avec l'arrivée du dégel et de l'explosion printanière, la dynamique de l'océan change. Le retrait de la couche de glace ouvre de nouvelles routes maritimes et apporte une abondance qui attire les foules. C'est le moment où les groupes d'orques transitoires patrouillent les côtes, interceptant les mères baleines grises et leurs petits, qui migrent sur des milliers de kilomètres depuis le sud, ou capitalisant sur les montées massives de millions de saumons qui retournent dans les rivières. Cependant, bien qu'elles soient au sommet absolu de la chaîne trophique marine et qu'elles n'aient pas de prédateurs naturels, les orques font face à des forces mortelles qu'elles ne peuvent éluder avec ruse. Leur monde sonore, dont elles dépendent pour communiquer et écolocaliser dans l'obscurité de l'eau, est détruit par la pollution acoustique du trafic maritime humain croissant. La surpêche menace leurs sources de nourriture saisonnière, et l'accumulation de toxines chimiques dans leur corps, due à leur position au sommet du réseau trophique, compromet silencieusement leur capacité reproductive. De plus, un Arctique qui se réchauffe et perd sa glace altère irrémédiablement la scène sur laquelle elles ont perfectionné leur majestueuse danse de survie pendant des millénaires. Avant d'émerger de ces eaux glacés et de faire nos adieux à la dernière frontière, si cette traversée à travers la glace et l'océan a éveillé ton instinct sauvage, laisse ton j'aime. Abonne-toi et active les notifications pour que, tout comme le chant de l'orque dans l'abîme, nos prochaines histoires te trouvent toujours. Ton soutien est le pouls qui maintient cette chaîne en vie. De la toundra à l'océan, l'Alaska reste le théâtre définitif de la survie. Face au froid mortel et à l'indéniable empreinte humaine, chaque espèce défend son droit d'exister, brillant avec férocité sur cette frontière blanche et indomptable.